AWDF et qui a initié le Forum féministe africain dont je suis un des membres fondatrices et avec lequel je collabore énormément. Et puis il y a également Jessica Horn, qui est une vieille amie que j'ai connue avant qu'elle ne soit AWDF. Bon, je suis contente également de rencontrer Dei Debosek, que j'ai essayé d'endoctriner, mais je pense qu'il en reste des petites choses à Dakar. Ou bien Yana Saram, que j'ai rencontré dans le cadre de WLUML, dans un colloque, dans une session de formation que nous avions au Caire. Et puis il y a également Ruth Bush, que je connais à Dakar dans le cadre de son enquête sur Awa. Maimouna Eliane-Chor, que j'ai rencontré à Dakar puis à Paris. Et bien sûr, vous-même, Rama, que j'ai connu lors d'une conférence à Édimbourg. Quand je suis arrivée à Édimbourg, j'étais invitée à donner une conférence. Je reçois un mail d'une Sénégalaise qui me dit « Bon, j'enseigne ici, je serais heureuse de vous voir. » J'ai tellement excitée d'avoir une Sénégalaise installée à Édimbourg où il pleut, il fait froid et on parle écossais. J'étais ravie de voir qu'elle était là et qu'elle avait son poids. Parce qu'après, on m'a parlé d'elle avec des amis autour. Ah oui, vous avez une collègue sénégalaise. Et j'étais fière d'avoir une très jeune collègue sénégalaise à Édimbourg où elle s'est très, très bien occupée de moi. Alors, c'est souvent, je fonde surtout dans votre introduction, Rama, et dans les autres questions qui ont été discutées. Au fond, votre présentation, c'est un peu mon histoire. C'est l'histoire du développement du féminisme. Alors, vous m'avez demandé pourquoi j'avais refusé d'être labellisée afroféministe. Dans les années 70, c'était pas bien de dire qu'on était féministe. C'était même mal. C'était colonial de dire qu'on était féministe. Et moi, mon féminisme, hein, il a commencé avec mes expériences de terrain, mais les premières associations que j'ai vues fonctionner, c'était la FAFS, la Fédération des associations féminines du Sénégal, dirigée par Tata Annette, que je rejoins à certains moments parce qu'elle était ma tata, pas forcément pour ses idées, mais je voyais qu'elle était avancée, qu'elle disait plein de choses que je pouvais partager avec elle. Mais on a eu tout un processus. Et quand la FAD est créée en 1977, il y avait un débat, on n'est pas féministe, on est pour le développement des femmes, nous sommes contre toutes ces Américaines qui, à Wellesley College, que vous racontez bien. On a toutes ces femmes blanches qui sont là et dont nous sommes les terrains de recherche. Nous sommes les sujets, des objets de recherche. Tout ce mouvement-là est un mouvement qui était antiféministe. Donc moi, j'ai été antiféministe et j'avoue que, et j'ai un peu honte maintenant, mais je vais le dire quand même, le premier article que j'ai publié et qui a été publié dans bon, heureusement, il a été publié dans une note africaine de l'IFOR que personne ne lit. Mais là, quand même, je m'ai levé violemment contre le féminisme occidental et je disais, ah non, nous, Africains, nous sommes complémentaires avec les hommes et nous sommes des mères, nous sommes célébrés, la maternité. Tout un blablabla, bla, 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 qui était le blablabla dans lequel j'ai grandi. Et progressivement, en allant sur le terrain, je me suis rendu compte que bon, c'est peut-être pas tout à fait comme ça. Et c'était peut-être différent et que finalement, bon, les rapports hommes-femmes n'étaient pas aussi harmonieux que je le pensais. Mais à l'époque, il était impossible de dire que Sharafat Diop, qui avait dit que le matriarcat est à la base des sociétés africaines, sur lequel je suis d'accord avec lui, mais ce qui est en exergue, c'est plus le matrilignage que le matriarcat, parce que le rôle des femmes et la maternité et la sacralisation du corps des femmes autour de la maternité, peut-être ça a fondé nos sociétés. Nous avons transmis les biens, nous avons transmis les valeurs symboliques, l'éducation, nous avons transmis le pouvoir politique, mais quand on arrive au bout du pouvoir politique, au Sénégal par exemple, le nom des souverains, c'est Bourg, c'est Braque, c'est Damel. Et les femmes, quand on est linguère, on a vraiment de la chance. Or, la linguère, elle est avant tout la mère du roi, la sœur du roi, la cousine du roi, les femmes autour de son entourage. Donc, j'ai eu tout ce travail émotionnel, parce qu'il était vraiment émotionnel, et ce travail intellectuel à faire, et un travail académique pour les recherches que j'ai menées sur le terrain, en rencontrant les femmes, soit pour le ministère de la Femme, soit pour mes propres recherches sur des questions diverses, d'éducation, de la pêche, énergie, etc. Donc, tout ce
ce contenu que j'ai qui fait qu'il faut arrêter de dire que les universitaires sont dans leur tour d'ivoire et qu'ils ne sont pas liés avec leur terrain. Moi, j'ai une grand-mère qui ne parle pas le français. J'ai mes cousines qui ne parlent pas le français. J'ai ma cuisinière qui ne parle pas le français. Donc, je suis dans le milieu et, au fond, si je voulais être dans ma tour d'ivoire, ma tour d'ivoire est fissurée de partout parce que le bloc sur lequel repose ma tour d'ivoire est vraiment le terrain sénégalais. Et d'aller sur le terrain, ça fait que ma tête, elle est là et elle n'est pas ailleurs. Et si je me mets une tour d'ivoire, dès que je suis obligé d'avoir le nez dehors, et le nez dehors, il est sur la réalité. Alors arrêtez de nous opposer, parce que c'est ce que les hommes nous disent. Hein. Ça veut dire refuser notre intellectualité, ça veut dire refuser notre pouvoir de comprendre, notre pouvoir de disserter, et tout notre pouvoir de théoriser. De théoriser face à la recherche étrangère qui a le droit de venir sur le terrain. Je ne refuse à personne de venir, mais je dois pouvoir théoriser avec des concepts qui sont là, dont je me sers. Vous savez, moi, mes collègues, ils étaient maoïstes, ils étaient saliniens, ils étaient marxistes. Les plus jeunes générations ont été comme Suleiman Bachidane, althusserien. Personne ne lui reproche. Donc moi, je veux bien que Simone de Beauvoir m'ait inspiré et je veux bien que Angela Davis ou Naomi Klein, d'autres femmes, et nourrit ma réflexion. Donc, arrêtez de nous opposer et laissez-moi le droit d'être intellectuel et le droit de dire que ma tour, elle n'est pas tellement d'ivoire, hein, parce qu'elle a des racines dans la terre et dans l'argile. Et au fond, c'est progressivement que je deviens féministe. Enfin, que je me proclame l'étiquette féministe. Parce que dans les années, alors selon je parle, surtout les années 70, 77, c'est la fondation de la femme, où on a refusé d'être féministe, où on a tout remis en question, où on décolonisait. C'est pas décolonial, hein, c'était décolonisé. Mais quand en 85-86, j'ai été invitée à enseigner aux États-Unis un cours dans un Women's Studies, bon, je suis allée par curiosité, en tremblant, en me disant, mon Dieu, mais je ne parle pas l'anglais, puis je n'ai pas la maîtrise des concepts. Mais ce que je savais que j'avais, c'est que je connaissais mon terrain, je connaissais les femmes au Sénégal, et je supposais que les femmes africaines avaient des concepts. Et là, ce que j'ai appris, c'est que le féminisme pouvait être une idéologie, mais pouvait également former une discipline, que ça pouvait être un outil scientifique. Alors, quand je fais tout ce travail, alors j'arrive et quand on me dit, bon, je suis afroféministe, ça devient problématique. J'étais en France de 98 à 2007. J'étais chercheur au CNRS et on m'a demandé de venir terminer ma carrière là-bas. Grand bien m'a appris parce que ça m'a permis de voir ailleurs de mon espace sénégalais qui était récalcitrant et accepter le féminisme comme discipline malgré tous les efforts qu'on avait fait au Codestra et ailleurs. L'Université de Dakar, sous ce plan, était nulle. Bon, elle a fait des légers progrès, mais quand même, hein, c'est faible, c'est nul, quoi, disons. Je ne peux pas appeler ça autrement. Mais on fait des progrès quand même. Donc, d'arriver à Paris 7 sur un terrain où les gens discutaient, donc ça, c'était bien, parce que je me suis retrouvée dans des mouvements, on a discuté, on a dialogué, on s'est battu, on s'est confronté. Puis à un moment, je me dis, mais attends, mais moi, il faut que maintenant, je vais arrêter de contester tout ce qui est autour de moi. Comment est-ce que je construis mon discours? Comment est-ce que j'utilise les concepts? Quand je reviens quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, et j'arrive en 2015 à peu près, j'arrive dans une réunion, on me dit, oui, mais nous sommes des femmes racisées, nous sommes des afroféministes, nous sommes des... Ah, je me dis, mon Dieu. Bon. Alors, je sais que j'ai été invitée. On m'a fait l'honneur immense de venir participer à une réunion sur le décolonial, la France coloniale, etc. Bon, je ne pensais pas tout le discours qu'on entendait de moi. Mais en même temps, je voulais parler à partir de moi, en disant, je suis noire, c'est OK. Quand je me lève le matin au Sénégal et je sors dans la rue, je ne suis pas en train de me poser comme noire. Et mes questions de rapport entre les hommes et les femmes, mes rapports face au pouvoir politique, face à la hiérarchie maraboutique qui pourrit nos vies, face à tout ça, j'arrive ici où la race est au centre. Oui, je suis une femme noire. Mais c'est en arrivant dans un monde de blancs, et j'ai suffisamment vécu aux États-Unis, alors pas sur un long terme, hein, comme Mme Fatou, mais en faisant des séjours, bref, 1 mois, 2 mois, j'enseigne sur un campus, je fais une conférence et je reviens. Donc, je n'ai pas eu le temps de subir vraiment ce racisme
systémique dont souffrent les femmes, enfin les Noirs quand ils sont dans un monde dominé par les Blancs. Moi, j'expliquais que je suis en Afrique, dans un monde de Noirs. Alors, on a bien sûr tout un problème du colonial, du postcolonial, etc., qui pèse sur nous. Entre Auchan et l'armée française, on a plein de problèmes à remettre en place. Mais j'avais besoin de partir d'un point de vue qui était le mien. Et je disais, moi, je suis féministe. Alors, je veux bien être féministe africaine. C'est pour ça que votre titre me convient parfaitement. Et quand on m'a dit Black Feminism, je dis oui, je suis une femme noire. Mais Black Feminism correspond à un contexte. Il correspond à un contexte dans un monde américain où il y a des women of color. Moi, j'ai toujours refusé d'être une femme de couleur. Mais women of color, ça a un sens. Et se dire noir a une signification politique. Pas une connotation habituelle, mais quand moi je décide que je suis une femme noire et que je le clame, c'est une position politique que je défends dans un contexte où j'ai besoin de défendre la race. Mais dans mes problèmes quotidiens, voilà, c'est disons beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas afroféministe, mais je suis en compassion, même pas en compassion, parce que je n'aime pas le terme, mais je suis en collaboration avec toutes les femmes noires qui, en Europe, les afrodescendantes, dans les Caraïbes, et les associations auxquelles j'appartiens sont des associations internationales, hein, dans lesquelles, quand le problème de la race est posé et est le fondement d'une analyse, alors ce concept devient également fondant à faire et à dire que c'est un problème, c'est un problème. Et ce que j'ai aimé, c'est au fond, vous êtes en train de vous positionner en tant qu'être féministe, vivant en Afrique ou vivant ailleurs, mais à partir de la conscience d'être africaine. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et parce que c'est vrai, on a perdu. Parce que en critiquant le féminisme occidental, mais mes amis occidentaux détesteraient ça. Je sais qu'une fois, j'ai dit à Françoise Dorlin, qui est une féministe, quand je dis qu'elle est occidentale, elle m'arrache les yeux en me disant, mais arrête de me traiter de féministe occidentale. Et puis, il n'y a pas de féminisme occidental, il y a des mouvements féministes, et elle a bien raison. Mais moi, je lui disais, il faut bien que je vous caricature, parce que vous n'avez pas cessé de me caricaturer et de me mettre dans des boîtes. Mais nous avons passé notre temps à déconstruire le féminisme occidental, entre guillemets, mais je pense qu'en le déconstruisant, nous avons construit nous-mêmes. Alors, ça a été plusieurs choses. Hein. J'avais écrit un article dans les années 2007, l'appropriation du genre par les associations féminines, et je suis bien heureuse vraiment que vous ayez poursuivi, après 2007, ce qui s'est passé, parce qu'il y a cette histoire en déconstruisant une théorie globale, nous avons reconstruit nos pensées. Et nos pensées, moi, ce que je tiens à dire, il faut qu'elles soient attachées à l'universalité des droits. Mais universalité dans laquelle nous sommes partie prenante. Pas universalité que nous recevons, qui nous est donnée, délivrée, comme ça, en disant, bon, voilà, hein, mettez-vous dedans. Mais c'est à nous de construire cette universalité. Parce que sinon, c'est trop facile, parce qu'après, les gens nous disent, mais oui, vous savez, nous avons des valeurs ancestrales africaines. Vous n'êtes pas des vraies africaines si vous êtes féministe tout court. Donc, il faut bien que vous soyez... Donc, c'est à nous de construire. Et moi, je pense qu'il est temps que nous arrêtions de perdre du temps à discuter de ce que font les autres, discuter de ce que nous faisons, mais avec les autres ont des idées également. Alors, est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut contester? Est-ce qu'on peut aller revenir? Mais je pense qu'il est extrêmement important que nous produisions nos discours. Et moi, je pense que c'est ça qui sera notre force. Alors, peut-être là, je vais chahuter un peu Mampenda, que j'ai écouté quand on était à Paris. Je n'ai pas vu Marianne Noire, malheureusement, mais je vais le rechercher. Mamfatou, c'est mon second nom. C'est mon second nom. Oui,
Ben oui, c'est ça. Moi, j'en connais sous ce nom-là. Mais ça fait rien. Donc, Mame Fatou. Mame Fatou. À un moment, vous dites vos difficultés d'être afro-française. Et je comprends parfaitement la difficulté que ça peut représenter. Parce que moi, j'ai été française à la colonie. Je suis née au Sénégal à l'époque coloniale. À l'indépendance, j'avais, disons, une vingtaine d'années. Et j'avoue que quand on a eu l'indépendance, on a tous dansé. Alors, quand aujourd'hui j'entends dire oui, mais l'indépendance n'est pas là en 1960, que c'était bien de ne plus être citoyenne française, parce que moi, je suis citoyenne des 4 communes en plus, que c'était bien. Donc, pour moi, l'indépendance a une signification politique extrêmement importante, même si après, on a dilapidé l'héritage, même si on a fait plein de choses qui n'étaient pas réelles. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est j'espère que votre part africaine, parce que vous venez d'une famille illustre que je connais, et cette famille illustre dont vous venez, je me souviens moi avoir rencontré votre grand-père à Kafrine. Alors, plein de femmes sont arrivées, sont mises à genoux. Je me suis retenue pour ne pas me mettre à genoux parce il était tellement impérial là où il était assis. Bon, ma résistance féministe a fait que je ne me suis pas mise à genoux comme tout le monde. Je n'ai pas fait ma référence à comme tout le monde. Mais bon, il m'a tendu la main, donc je lui ai serré la main. Mais c'est tellement impressionnant que bon, on a bavardé, il m'a donné plein de leçons. Donc j'espère que cette part africaine sera reliée, toutes les autres parties nourries par vos identités françaises, américaines, et qui font un ensemble qui est votre identité. Mais j'espère que cette part africaine vous permet de faire que votre identité est constitutive de l'identité que vous êtes et que je vous remercie de continuer à clamer et de vous battre pour qu'elle soit fixe. Une deuxième question que je voulais poser, et ça, j'avoue quand même, il faut vraiment que je vous félicite. Hein. Dans cet ouvrage et dans un colloque auquel j'ai participé la semaine dernière, c'est un forum francophone qui avait lieu à partir du Togo. C'est la première fois que dans un ouvrage quand même, pas des francophones, alors peut-être que je ne lis pas assez, mais je pense que je lis beaucoup, que la question LGBT et queer est posée et écrite. Nous avons eu la trouille de poser cette question. Ça ne se faisait pas. Dans nos écrits globaux sur les femmes, sur les questions politiques et sociales, nous avons toujours fait comme si la question n'existait pas. Et même quand le mouvement est devenu de plus en plus fort, quand la question a été posée, bon, j'avoue que je pose de temps en temps de mes articles, mais sur 3 lignes. Hein. Et là, je suis en train de terminer un article sur à qui appartient le corps des femmes. Et là, quand même, je pose la question, mais sur 10 lignes, hein, alors que mon article fait une dizaine de pages. Parce qu'en ce moment, il y a un tel discours anti-homosexuel. Ben, nous, on disait homosexuel à l'époque. Hein. Dans les ondes, la radio, la presse, alors qu'on a plein de problèmes de viol, de pédophilie. Mais la question homosexuelle, il y a un mois à peu près, sur 2 pages, 3, un professeur agrégé de médecine, un professeur agrégé de pharmacie, et puis un autre qui est également, donc les scientifiques, hein, ont écrit que les lesbiennes, au fond, elles allaient mourir d'une mauvaise mort parce qu'elles avaient attrapé des microbes, qu'elles allaient aller en enfer, mais parce qu'être homosexuel, c'est déroger à une loi biologique. C'est un article. Alors, je vous dis, mais ces personnes qui sont d'un niveau universitaire tellement élevé, écrire cet article, excusez-moi, qui était un article de merde, je suis désolée de dire ça, mais je le pense pas moins. Donc, c'est extrêmement important de le dire. Parce que nous avons passer notre temps à parler de la sexualité, la fécondité, la contraception. Nous commençons à invoquer le droit à l'avortement, dont beaucoup d'entre nous disent que c'est par humanisme que les hommes devraient nous accorder le droit à l'avortement, alors que c'est un droit féministe, c'est le droit de disposer de notre corps, de disposer de notre fécondité. Alors, toute fois que je le dis, il y a toujours quelqu'un qui m'envoie un tweet en me disant, mais arrête d'écraser les gens avec ton discours, en disant, mais quelle est cette vieille femme-là qui est là à parler de l'homosexualité que je présente en termes de crise.
c'est pas l'homosexualité qui est en crise, mais c'est la société sénégalaise et les sociétés africaines dans l'ensemble qui ont une crise de sexualité qu'elles n'arrivent pas à résoudre parce que même l'Afrique du Sud, qui est le premier pays à avoir légiféré sur l'orientation sexuelle, en ce moment est en train de reculer. On lapide quand même des féministes, on en tue quelques-unes. Donc, tout un ensemble de questions qui sont posées. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que ça sont les questions qui sont ouvertes. Et je suis contente que dans cet ouvrage, il y a plein de questions qui sont ouvertes. Donc, je souhaite que cet ouvrage fasse l'objet de débats, des débats académiques, parce que c'est extrêmement important, parce que les étudiants, ils sont là. Moi, je n'ai jamais réussi à pouvoir faire ensuite des cours féministes à l'Université de Dakar. On m'a reproché d'être trop féministe. Donc, on m'a coupé le bec en me donnant plus de cours. Bon, si vous n'avez pas de cours et pas du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à écrire. Donc, c'est ça ma force, c'est de continuer à pouvoir le faire. Mais faites-le dans les ONG, dans les associations, et je sais qu'au Musée de la Femme, où nous essayons de discuter des thèmes liés aux questions sur les femmes, nous essayons de faire venir des classes de lycée et une ou deux classes, donc c'est une soixantaine d'élèves à qui on ouvre plein de vues sur la question des femmes. Donc voilà un peu pêle-mêle ce que je voulais dire, vraiment, en vous félicitant encore sur vos deux productions, mais en insistant sur la dernière qui nous réunit ici. Voilà, merci beaucoup. Voilà, j'ai fini. Je peux répondre très très vite? Rama, tu es mute. Tu es mute. Désolée. Donc, je disais merci beaucoup, prof, pour cette riche contribution. Donc, Mme Fatou, nous allons te donner la parole, mais on va juste prendre une série de questions rapides. Comme ça, vous allez répondre en même temps, car il nous reste 15 minutes. Donc, la parole est à qui la veut. Si vous souhaitez la parole, je vois Ismaël. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, qui a une question? Si oui, levez la main pour que je puisse vous voir. Ismaël, tu as la parole. Oui, merci Rama. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. Je vais aller très vite pour laisser du temps. Je voulais juste peut-être revenir sur ce que disait Madame Mamfatou Niang sur la pertinence de la notion d'afroféminisme qui aujourd'hui n'est peut-être pas la même qu'il y a 10 ans. Ça m'a fait penser à ce que dit Nnedi Okorafor, par exemple, l'écrivaine nigériane américaine, qui a rejeté récemment, depuis quelques années, le label d'afrofuturisme qu'on lui a attribué en disant qu'elle pouvait l'avoir et que le revendiquer il y a quelques années, mais maintenant elle sent que ce n'est plus en phase avec la production littéraire qui est la sienne. Moi, je voulais juste demander aux intervenantes comment elles se sentaient par rapport au travail de Leonora Miano et notamment les discussions qu'elle propose des notions d'afrodescendance, d'afropéanisme. Si on pourrait considérer que c'est compatible avec le féminisme africain tel qu'il est discuté dans le livre. Voilà, merci à toutes pour ces débats passionnants. Je suis ravi de retrouver Rama avec qui j'ai travaillé à Édimbourg. Merci. Merci Ismaël pour cette question, ravi de te retrouver aussi. Tu peux baisser la main. Et je pense que tu fais référence au dernier livre de Leonora Miano. On va prendre toutes les questions en fait, comme ça on va y répondre une fois pour toutes. Je vois Marie-Pierre, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes. Merci à tous. C'est parce que je viens de voir un homme qui a parlé avant moi. Et merci vraiment de me donner la parole. Et je voudrais commencer par vous féliciter vraiment parce que j'ai juste vu l'annonce il y a quelques jours. Je n'ai pas encore eu le temps de me procurer le livre. Et donc, je le ferai incessamment. Je voudrais aussi saluer vraiment le professeur Fatousso que j'ai rencontré à Dakar il y a 2 ans. Et j'espère que je pourrai de nouveau la revoir. Donc, ceci étant dit, ma question, c'est parce que vous avez parlé de plusieurs concepts et je voulais savoir quel est votre point de vue, votre position par rapport au féminisme décolonial. Merci beaucoup Marie-Pierre. Awasek, vous avez la parole. Vous pouvez baisser la main Marie-Pierre, merci.
Bonjour, merci. Malheureusement, j'ai raté le début. Et Rama, ben, c'est un plaisir parce que je ne vous connaissais pas. Je vous ai découvert il n'y a pas longtemps sur Twitter et c'est un plaisir. Et voilà, je vais me procurer le livre le plus rapidement. Bon, moi, c'est Awa Seck, je suis basée à Bruxelles et je me considère comme féministe et ravie de voir notre pionnière, Madame Fatou Sow. Et ma question, c'est plus bon, voilà, pour vous et aussi pour elle spécifiquement, parce qu'une de ses collègues, Madame Fatouma Zahra Diop, j'ai voulu lui faire une interview et elle m'a envoyé des articles de Fipou, votre magazine de l'époque, donc 4 articles. Et c'était pour savoir quand est-ce qu'on aurait peut-être une, je ne sais pas, réédition de magazine, parce que au Sénégal, en fait, on a ce problème, c'est qu'on nous reproche de ne pas être très africaine, d'importer des choses et nous savons que le mot, en fait, donc Madame Fatou Sow, le mot féministe fait très peur donc au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez et quels moyens, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux, pas rassurer les gens, mais mieux leur faire comprendre en fait voilà, qu'il s'agit de droits humains et de tout ce que ça implique. Donc, vous avez exposé tout à l'heure. Merci beaucoup, Awa Seck, pour cette question et ravie de vous voir dans cette conversation. Catherine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rama. Vous m'entendez? Merci pour cette très importante discussion d'abord qui nous inspire. En ce qui concerne le livre, je vais sûrement l'acheter et partager le livre avec ma fille, mon fils, ma nièce, les amis, etc. C'est très important. Et ma question pour les panélistes et les collègues est la suivante. En tant que féministe, il y a tellement de raisons pour être en colère. Donc, comment est-ce que vous travaillez sur votre état d'esprit pour trouver cet espace de sagesse, espace d'être positif quelquefois, de collaboration et de construction? Ça veut pas dire qu'on ne peut pas être en colère, mais je sais que si on est en colère 100% du temps aussi, c'est difficile. Donc, est-ce que vous avez des astuces du travail que vous avez fait sur vous-même que vous pouvez partager avec nous? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Je pense que c'est une question importante. C'est la raison pour laquelle à chaque fois je clôturais les entretiens avec la question comment prenez-vous soin de vous et de votre santé mentale. Donc là, c'est la rage. Je pense qu'elle peut elle peut nous booster comme elle peut aussi nous limiter parfois. Donc c'est une question ouverte à nos panélistes. Nous allons prendre une dernière question de Amina Fefeidja. Ravie de te voir, Amina. Là, tu as la parole. Oui, bonjour Rama et bonjour à toutes. Alors, j'ai l'impression de te connaître, Rama, parce que je te suis sur Twitter depuis plusieurs mois. Et c'est un réel plaisir de vous avoir toutes écoutées. Donc, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste vous féliciter toutes et vous remercier parce que c'est très difficile d'avoir des informations sur les féminismes africains et sur ce que les sœurs africaines font au plan académique et puis à différents niveaux. Donc, merci énormément. J'ai pris des notes, j'ai déjà le livre, j'attendais le lancement aujourd'hui avant de le commencer. Et je voulais vraiment vous remercier, vous encourager et puis je vais vous suivre et j'espère pouvoir élever votre voix et en parler à toutes mes collègues et à toutes mes amies. Alors, merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup, Amina, ça fait plaisir. Donc, là, on est face à un marathon. Mme Fatou, Françoise, nous avons 7 minutes, mais bon, on va vous donner chacune 3 minutes pour répondre aux questions. Et Mme Fatou, tu voulais dire quelque chose à Prof Fatou Sow, tu es la bienvenue. Juste dire pour réagir. Le livre aurait pu s'intituler Féminisme en Afrique, mais c'est un point de vue purement politique et aussi politique surtout, de l'appeler féminisme africain. Parce que nous toutes qui sommes féministes, basées en Afrique, nous avons tout le temps eu à répondre à ces questions, mais ce n'est pas africain d'être féministe, ou bien, mais c'est anti-africain, ce n'est pas dans notre culture, etc. Donc, en faire un titre
parce que je pense que tout ce qui se passe en Afrique, rien de ce qui se passe en Afrique n'est étranger à l'Afrique. Ça aurait pu être féminisme africain ou féminisme en Afrique, ça aurait eu la même portée, je pense, idéologique. Mais juste souligner que c'était justement à dessein que le livre et le projet s'est intitulé Féminismes africains. Donc, qui veut commencer? Mme Fatou, Françoise, très vite, la 2 parole minutes. est à qui la veut. Très, Oui, très vas-y. vite, deux minutes pour répondre à cette question de comment, de la construction d'une identité, parce que donc moi je parle vraiment depuis mon locus d'une identité qui se fait entre la France, les États-Unis et aussi de rajouter le Sénégal. Et cette difficulté qui est une difficulté initiale, que moi je peux par exemple dire maintenant que ce n'est pas une question existentielle que je me pose tous les jours, mais comment se construire dans un pays et je peux partir de mon exemple personnel en se disant qu'on a cette histoire africaine extrêmement illustre, mais on vit au jour le jour dans un pays où qu'on soit la petite fille d'un roi ou la petite fille d'un balayeur venu de Bamako ou de Tambacounda, on est exactement vu de la même manière, on est dans l'effacement, etc. Et la question essentielle que pour moi ça a posé, ça a été de se dire, vu que en fait, je n'aurai jamais mes racines dans ce pays. Et it doesn't matter quel a été l'importance, je ne sais pas, du Sénégal, du Cameroun, d'Haïti dans la construction de la France. Je ne serai jamais complètement française. Donc, il y a un moment où, quand on ne sait pas où on va, on retourne d'où on vient. Et ce retour d'où on vient, ça rejoint la question d'Awasek de poser la question du linéage. Et ce linéage, dans la construction même épistémologique du savoir, ça va être de redécouvrir des voix comme vous, professeur Sow, de se dire qu'il y a une tradition avant nous. Nous n'avons pas à inventer, nous n'avons pas à réinventer, nous n'avons pas à créer, il y a juste quelque chose qu'il y a à découvrir. Et pour moi, cette chose qu'il y avait à découvrir, elle n'était pas aux États-Unis, elle n'était pas dans les Caraïbes, elle a été un peu, mais elle était en Afrique. Et donc, devoir ce savoir africain, ce savoir noir, comme une fondation, comme la base, et à partir de là, s'ouvrir au monde, mais vraiment se dire, oui, il y a quelque chose qui est là, et ça pose, oui, la question de l'héritage, mais cet héritage, il faut le connaître. Et comment faire quand on grandit dans un endroit qui ne valorise pas cet héritage, dans un endroit qui ne reconnaît pas cet héritage, et dans un endroit qui l'invisibilise, comme ça a pu être le cas en France ou aux États-Unis. Donc la question de la valorisation de la connaissance est extrêmement importante, et je vais terminer vraiment là en 20 secondes, c'est ce qui se joue pour nous dans l'affirmation des féministes noires en Europe par rapport à cette nouvelle génération, parce que moi, en écrivant, je n'écris pas pour nous, j'écris pour les petites sœurs, les cousines. Qu'est-ce qui se passe pour cette génération-là? Exactement. On écrit pour les petites sœurs et leur dire, nous, les afro-femmes des années 2000, nous n'avons rien inventé. Même si Elle Magazine ou Vogue ou Figaro Madame vous dit nous n'avons rien inventé, il y a un linéage. Et donc, même ça donne, qu'il y a un arbre généalogique qui dépasse les frontières, les petites frontières hexagonales de la France, et que, c'est la Caraïbe, c'est le monde, c'est l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup et bravo tout le monde, et je vous embrasse toutes, et je suis hyper contente de passer mon samedi matin avec vous. Merci beaucoup, Mme Fatou. Je pense qu'il doit être super tôt là-bas. Donc, merci d'avoir pu nous rejoindre. Juste vous rappeler, Françoise et Ndeye-Debo, la question de Catherine sur la rage et comment vous la gérez, si vous souhaitez y répondre. Et la question de Awasek aussi. Merci. Alors, moi, je vais essayer d'être très bref pour dire quelques petites choses. La première, c'est de rebondir sur ce que disait Mme Fatou. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, on t'entend. On t'entend plus. Ndeye-Debo, tu souhaites y aller? Parce que oui, Françoise, je vais dire rapidement en 3 lignes de ce que dit Mme Fatou. Il nous faut, il y a beaucoup de documentation, des films, il y a le film, par exemple, Les Mamans de l'Indépendance. Il y a énormément de contributions de femmes à différents niveaux depuis la nuit des temps. Il nous faut les documenter, mettre en exergue la documentation qui existe. Et par rapport à la question de Awa, il nous faut rompre avec il nous faut déconstruire l'idée selon laquelle le féminisme est importé, où il n'y a rien de culturel à fermer les yeux sur des viols d'enfants ou des exploitations, ou à ce qu'on a. Il n'y a rien dans nos cultures qui nous dit un homme a le droit de battre sa femme. Absolument rien. Et il nous faut déconstruire cette idée-là. Ça n'a absolument rien d'occidental. C'est fondamentalement la base de la décence humaine, en fait. Et par rapport à Catherine, je gère ma rage en prenant soin de moi,
riant beaucoup, en dansant beaucoup, et parce qu'il y a énormément de raisons d'être heureuse, de se réjouir de la vie, et voilà comment j'y vais. Voilà. Et merci, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu participer à cette tribune, et félicitations, Rama, c'est une œuvre importante et essentielle, et à beaucoup d'autres œuvres comme ça. Merci. Et toute personne qui connaît Ndeye Debo la connaît pour son rire communicatif. Françoise, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, je vais dire, déjà rebondir sur ce que disait Mme Fatou sur le fait de pouvoir écrire pour les plus jeunes. Moi, je vais vraiment leur dire un gros merci, parce que moi, j'ai dû quitter la France. Et souvent, parce que je ne pouvais pas, en fait, j'avais l'impression que je ne pouvais pas être autre chose que d'abord noir, et que tout ce que je faisais, mais je ne pouvais pas imaginer autre chose que d'être d'abord noir, et comment ça me limitait. Et en fait, étant partie, quand je vois maintenant les modèles que vous représentez, Mme Fatou, Mavoula et toutes les autres, en fait, pour mes nièces, pour mes petites sœurs, pour mes petites cousines, je me dis, mais merci, quoi, heureusement que vous êtes là. Quel parcours différent on aurait eu si on avait ce genre de modèle-là. Donc, c'est hyper important et merci pour ce travail-là. Je veux aussi rebondir sur ce que disait le professeur So sur le courage qu'a peut-être notre génération de féministes d'aller sur des questions. Pardon, vous ne m'entendez pas? Oui, on t'entend. Ah, pardon. Sur les questions comme la question des sexualités, la question du plaisir, la question queer, toutes ces questions-là, le professeur So disait sur la question LGBT, on a eu la trouille. Et en fait, nous, on construit, On construit parce qu'il y a d'autres choses que vous avez déjà faites et qui nous permettent, nous, d'aller sur ces questions qui étaient un peu des angles morts d'avant. Donc, merci à vous, parce que c'est sans votre travail à vous, on n'aurait pas pu explorer ces choses-là. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est sur la question de la colère. Et moi, c'est une question qui m'habite beaucoup. Moi, la colère, elle me nourrit. Pour moi, il n'y a pas d'activisme sans colère, parce que l'activisme est une réaction à quelque chose qu'on observe, qui nous met en colère. Et pour moi, c'est comment dire, Catalyseur. Ça catalyse la colère, ça nous permet, c'est ça qui me fait, moi, la limite, c'est quand ça nous bouffe, quand ça arrête de nous nourrir. Et pour moi, pour gérer ma colère, je ne suis pas trop, malheureusement, dans les histoires de self-care et tout, parce que ça ne marche pas très bien pour moi. Mais ce qui marche pour moi, c'est la sororité. D'avoir des cercles où la parole est possible, où la sororité est possible, où on peut aller verser notre colère et juste laisser passer. Donc, pour moi, la sororité, c'est vraiment central dans ma pratique du féminisme. Et un des avantages de ça, c'est que ça me permet de parler de ma colère à des personnes qui ne la questionnent pas, en fait. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, je peux juste en parler et puis voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui marche pour moi. En tout cas, merci beaucoup, Rama. Merci beaucoup, Françoise. Et justement, moi aussi, j'insisterai sur ça, sur le fait de se trouver une communauté de personnes qui vous écoutent sans vous juger, de personnes qui vous comprennent. Et aussi par rapport à ce que disait la question de Awa sur la transmission ou sur l'héritage, je pense qu'il est important qu'on n'attende pas non plus beaucoup des autres. Je pense que tout ce qui a pu se réaliser comme progrès, innovation, etc., c'est fait en l'arrachant. On n'attend pas, surtout lorsqu'on parle de patriarcat, de questions aussi sensibles, hein, de droits pour tous et toutes, on ne doit pas attendre que ça vienne des autres, mais on doit l'arracher. Parce que ceux qui ont les privilèges, que ce soit ceux qui sont porteurs de privilèges blancs, les sens cachés, le sens avec un C, tout ça, ils ne vont pas de gaieté de cœur partager leurs privilèges. Donc, il faut qu'on les arrache. Donc, c'est sur ce message-là, la rage comme catalysateur, comme disait Françoise, mais la rage comme aussi outil pour se chercher et pour écrire sur ces silenciers-là, sur nos précurseurs, dont l'historiographie n'a pas été dite par les historiens mal, mal avec un accent circonflexe. Donc, c'est à nous de dire notre propre histoire, c'est à nous de dire que nous sommes là et qu'il faut compter avec nous. Et heureusement qu'il y a eu des précurseurs, comme Ndeye Debo le dit, sur les épaules de qui nous nous tenons. Donc, merci à vous toutes, Prof Fatou Sow,
Merci de répondre à chaque fois présent. Comme on dit en wolof, xale bi bu feccam neexee ndey jee jàpp ci mbagg ji wala. Je suis pas très sûre de si c'est l'expression correcte, mais bon. Merci à vous toutes d'avoir d'avoir laissé ces traces et on marche à travers vos pas et on espère nous aussi laisser d'autres traces. Mam Fatou Niang, les Marianne Noires, merci pour cela. Et à la Françoise Moudout, merci pour cela. Et à la reste, Ndeye Bosek, tu as beaucoup écrit, tu es journaliste, tu enseignes et on ne parle pas assez du rôle de l'enseignement dans la transmission féministe. Prof Fatou Sow est là pour en témoigner. Donc merci à vous toutes vraiment d'avoir répondu présent pour ce recueil d'entretien. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Et vraiment, merci à vous pour vos voix fortes. Puissent-elles continuer à porter. Vous êtes inspirantes, restez inspirées et continuez de nous inspirer. Merci beaucoup. Merci à toi, Rama. Merci à toi de nous faire nous rencontrer. Voilà. Et en espérant qu'on pourra voilà, peut-être avoir une véritable rencontre physique et puis voir ce qui peut naître de tout ça. Merci à vous. Merci à vous toutes. Merci. À bientôt. Merci à tout le monde. Et on va finir en musique. Vous entendez la musique? Non. Ok, on finit en musique toujours. On ne se quitte pas sans musique. On finit en musique. Bah, ok, elle danse toute seule. Bah oui. Silent Club. C'est des clubs où on met la musique. Vous m'entendez? Vous entendez? Il faut danser. Bah, allez, on y va. Non, mais moi, je trouve que les filles, je trouve que c'est très, très bien. Cette idée, c'est peut-être, voilà, il y a un petit ange ou un petit esprit qui nous joue un tour. C'est ça, on va danser au son de notre propre musique, to the beat of our own drum. Imaginons notre musique et voilà, voilà. Donc moi, je suis dedans. Il n'y a pas de figure imposée, il n'y a pas de rythme imposé, c'est la libération. Vous entendez maintenant? Toujours pas, mais on l'entend, on imagine, c'est ça. On imagine, c'est le plus important, on imagine. Vous n'entendez toujours pas la musique? Voilà, là ça va mieux. J'espère que tous les zooms se terminent comme ça, c'est très agréable. Voilà. Moi, c'est comme ça. Tous mes zooms, c'est comme ça. Hein? Vraiment, en tout cas, merci super. à tout le monde d'avoir mobilisé votre samedi pour être avec nous. Ndeye Debo, Françoise, Prof Fatou Sow, Mam Fatou, merci à vous toutes. Awasek, Catherine, Amina, Jason Clarkson, Ismaël, Omar Fall, Anna Maria, Maggie, Marie Toussek, Fatoumata Sissingom, Rose, Marie-Pierre, Mugine, Ruth Bush, Jejo. Merci à vous toutes. Merci. Merci à vous toutes d'avoir pris votre samedi pour être avec nous. Comme on dit, on ne le prend pas pour acquis. Donc, merci beaucoup. Et Awasek, vous vouliez dire quelque chose? Non, je pense que la main était levée depuis tout à l'heure. Mais merci beaucoup, Rama. Prends soin de toi. Désolée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Family to and the cheers little to ones. all of you and wishing you everybody. Voilà. François, ravi de vous avoir Merci vu. à vous tous, À c'était bientôt. un plaisir. Merci beaucoup. Par contre, j'ai oublié d'enregistrer le début, mais nous avons la session de questions-réponses au moins qui est enregistrée. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt, merci. À très Bonne bientôt. continuation. Merci beaucoup.